Bonjour, d'après cette présentation, vous serez capable d'identifier les réseaux ponctuels et d'énoncer les postulats de la cristallographie. La cristallographie est la science des cristaux. Un cristal, c'est un assemblage régulier sur de larges échelles d'atomes ou de molécules. L'origine de ce mot vient du grec qui signifiait solidifié par le froid. Les Grecs pensaient que le cristal de roche, le quartz, provenait de la transformation de la glace par le froid. Un solide cristallin présente un arrangement d'atomes avec un ordre à longue distance. Ces atomes se répètent périodiquement dans les trois dimensions, comme on le voit sur la photo, dans les trois dimensions de l'espace par la translation d'une entité élémentaire qu'on appelle la maille. La maille est une partie finie de l'espace par translation de laquelle le motif cristallin peut être reproduit à l'infini. De point de vue géométrique, à deux dimensions, la maille est le petit parallélogramme qui suffit à décrire le plan. Cette maille est définie par les vecteurs A et B et l'angle compris entre les deux vecteurs. À trois dimensions, le parallélépipède ou le volume le plus simple construit sur A, B et C. Volume d'une maille élémentaire, c'est le produit mixte entre A, B et C. Mais de point de vue physique, une maille est le plus petit groupement de constituants atomes et molécules suffisant pour décrire tous les cristaux. La maille peut être décrite par les longueurs des arêtes ABC, les angles, la nature, le nombre et les positions des atomes, formant cet édifice. Il y a deux types de mailles. Une maille élémentaire est dite unitaire si elle ne comporte qu'un seul nœud, bien qu'un seul motif. Le mode de réseau correspondant dit mode simple ou primitif est représenté par la lettre P. Une maille élémentaire qui comporte plusieurs motifs est dite multiple. On définit une nouvelle relation de translation dont les coefficients sont demi-entiers ou non. Sur cette image, il y a différents types de mailles dans un réseau rectangulaire centré en deux dimensions. La maille conventionnelle ou multiple du réseau, on a numéro 1 qui possède deux motifs. Les mailles numéro 2 dans la figure, numéro 2, sont des exemples de mailles primitives simples. La maille de Wiener-Sutz, numéro 3. La maille de Wiener-Sutz est un type particulier de maille primitive. Elle est constituée en traçant les segments qui relient un nœud particulier à tous ses voisins et en constituant le plan médian en deux dimensions médiatrices de ces segments, comme on le voit sur la figure. Elle contient donc un nœud au centre, mais aucun nœud au sommet. Ce volume, on l'appelle maille de Wiener-Sutz. Il contient un seul nœud au centre. Le motif, c'est un atome, ion ou molécule, ou un groupement d'atomes de même nature ou de nature différente, qui se répètent périodiquement suivant les trois directions de l'espace pour décrire le cristal. Le réseau est un ensemble infini triplement périodique de points appelés nœuds. C'est une entité géométrique. Ces nœuds se déduisent les uns des autres par des opérations de translation, des combinaisons linéaires de trois vecteurs A, B et C, non coplanaires et non collinéaires. Le vecteur de translation C est égal à U fois A plus V fois B plus W fois C. Donc, on définit une structure cristalline comme si une combinaison d'un réseau périodique plus un motif. Le motif peut être, c'est l'objet de la répétition, soit l'atome, ion ou molécule. Un réseau périodique, c'est la manière de répéter dans l'espace. Donc, on a le premier cas, c'est le réseau avec des nœuds, son motif, et B, et dans l'image C, c'est la structure cristalline. Donc, on a un réseau plus le motif. Les 7 systèmes cristallins et les 14 réseaux de gravés. Bien avant la description atomique des cristaux, en recherchant mathématiquement les structures qui sont compatibles avec une périodicité dans les trois directions de l'espace,
Auguste Bravais, en 1848, a montré que le nombre de systèmes cristallins possibles était très limité. Il a répertorié 14 types de réseaux qui sont des variantes de seulement 7 systèmes cristallins. Donc, les 7 systèmes cristallins sont engendrés par les différentes combinaisons possibles d'un côté entre les paramètres linéaires ABC et de l'autre côté entre les paramètres angulaires alpha, bêta et gamma. Ainsi, dans la nature, seulement 7 formes polyédriques de base, 7 briques élémentaires permettent de construire l'infinité structurale du numérique. Comme on le voit sur le tableau, donc le système cubique, on a le A est égal à B est égal à C, alpha égale bêta égale gamma est égal à 90 degrés. Pour le système rhomboédrique, on a le A est égal à B est égal à C, alpha égale bêta qui est égal à gamma mais différent de 90 degrés. Pour le système hexagonal, on a le D est égal à A est égal à B mais différent de C. Le alpha égale à bêta qui est égal à 90 degrés, gamma 120 degrés. Le quadratique A est égal à B différent de C, alpha égale bêta et qui est égal à gamma égale 90 degrés. Pour l'orthorhombique monoclinique et triclinique, on a le alpha différent de B différent de C. Et la différence, elle est entre les coordonnées angulaires. Les 4 modes de réseau. Les 4 modes de réseau, c'est le type de centrage de la maille utilisé pour décrire le cristal considéré. Bon, on prend un exemple d'une maille cubique. Donc, le mode simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le motif situé au sommet de la maille. Le motif est situé au sommet, juste au sommet de la maille. Le mode centré, ça veut dire que le motif est situé au sommet de la maille et au centre de la maille. Mode basse centré, le motif situé au sommet de la maille et au centre des deux faces. Le mode face centré, le motif est situé au sommet de la maille et au centre de toutes les faces. Donc, la combinaison entre les 7 systèmes cristallins, qu'on les a déjà vus, avec les 4 modes de réseau, est égale les 14 réseaux de Bravais. Les 14 réseaux de Bravais. Pour le système triclinique, il n'y a que la maille primitive. Pour le monoclinique, il y a la maille primitive et une maille face centrée. Pour l'orthorhombique, il y a les 4 modes de réseau, les 4 types. Le quadratique, il y a la maille primitive, la maille centrée. Trigonale, il n'y a que la maille primitive. L'hexagonale, il n'y a que la maille primitive. Pour le cubique, il y a la maille primitive, la maille centrée, maille face centrée. La multiplicité de la maille Z, notée Z, c'est le nombre de sphères ou bien motifs appartenant à la maille élémentaire. Donc, pour le système, si on a au centre de la maille, on a un atome. Cet atome, la contribution de cet atome est égale à 1. Si par exemple, on a un atome sur les faces des mailles, donc la contribution de cet atome est égale à 1,5. Sur la face est égale à 1,5. La contribution de la maille sur les arêtes, c'est 1/4. Et la contribution de la maille au sommet est égale à 1,5. En dernier, la contribution d'un motif à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, égale à 0. On prend l'exemple d'une maille cubique. Si on veut calculer la multiplicité Z, cubique simple, pour le cubique simple, il y a 8 motifs au sommet. Donc, le nombre de motifs, Z égale. On a 8 sommets, 8 c'est 8 sommets, fois 1/8, c'est la contribution de chaque motif. Donc, c'est égal à 1. Donc, la multiplicité pour le cubique simple, c'est 1. Z est égal à 1. Pour le cubique centré, on a 8 sommets. Chaque sommet contribue, chaque motif au sommet contribue de 1 sur 8, plus un atome au centre, sa contribution est égale à 1. Donc, on a 8 fois 1/8 qui est égal à 1, plus 1 est égal à 2. Donc, la multiplicité pour le cubique centré est égale à 2. Pour le cubique à face centrée, on a 8 motifs au sommet. Chaque motif contribue de 1 sur 8 au sommet, donc 8 fois 1 sur 8, plus
On a 6 motifs au niveau de chaque face. On a un motif, donc 6 fois 1 sur 2. Parce que la contribution de motifs au niveau de face est égale à 1 demi. Donc 8 fois 1 demi plus 6 fois 1 sur 2 est égal à 10. Donc la multiplicité pour le cubique face centrée est égale à 4. Pour si on a des motifs au niveau du sommet, centre et face et arête, dans ce cas la multiplicité est égale à 8. La compacité et la masse volumique. La masse volumique, c'est le rapport de la masse d'une maille par son volume. Donc ρ est égal à la masse M sur V. V, c'est le volume de la maille. Comme la masse d'un motif est la masse molaire sur le nombre d'Avogadro et la masse d'une maille élémentaire, et la masse molaire sur le nombre d'Avogadro par Z, donc la masse volumique est égale à la masse molaire fois la multiplicité Z divisée par le volume de la maille élémentaire fois le nombre d'Avogadro. Bon, la compacité, c'est le rapport du volume total des sphères d'une maille à celui de la maille qui le contient. C'est le taux d'occupation réel de l'espace. La compacité est donnée par le volume réellement occupé par les sphères, divisé par le volume total de la maille. Dans ce cas, on voit l'intérêt de la multiplicité. Pourquoi on calcule la multiplicité? Parce qu'on l'utilise dans le calcul de la masse volumique et dans le calcul de la compacité. Donc, parfois, on note la multiplicité Z, c'est la même chose. Donc, le volume V occupé par les sphères, c'est N bien Z fois 4 tiers pi R3. Et le volume de la maille, c'est A puissance 3 pour système cubique, bien sûr. Les rangées réticulaires, une rangée est une droite, comme on le voit sur le figure, est une droite qui passe par des nœuds du réseau. Il en existe une infinité de droites parallèles à un même vecteur. Une rangée est définie par ses indices notés entre crochets UV, W. Et UV, W sont des nombres entiers. Un plan réticulaire, bien un plan cristallographique, est un plan déterminé par des nœuds qui contient. On le définit par ses indices de Miller notés entre parenthèses HK. Donc, comment déterminer les indices de Miller d'un plan? Imaginons un plan qui coupe les axes de repère, un plan qui coupe les axes de repère quelconque en 3 nœuds, notés A, B et C. Les unités choisies sur les 3 axes sont A, B et C. On peut écrire la distance OA, c'est X fois A, OB, Y fois B, et OC, c'est Z fois Z. Les coordonnées de A sont X et 0, 0, celles de B sont 0, Y et 0, et celles de C sont 0, 0, Z, où X et Z sont des entiers. Donc, pour déterminer les indices de Miller, on prend l'inverse de 1 sur X, 1 sur Y et 1 sur Z, et multiplions-les par le plus petit commun multiple. On obtient 3 nombres entiers entre eux, HKL, les numérateurs qui sont les indices de Miller du plan considéré. On prend un exemple. Bon, avant l'exemple, c'est quoi la famille du plan réticulaire? Les plans qui sont parallèles et qui possèdent le même nombre, mêmes indices de Miller HKL, donc on les appelle une famille de plans réticulaires. Et on les note entre la colonne. On prend l'exemple d'un plan, soit la face représentée sur la figure ci-dessus, déterminer les indices de Miller HKL de cette face. Bon, d'abord, chercher les intersections du plan sur les 3 axes OX, OY et OZ. Donc, on a suivant X c'est 1, suivant Y 2, suivant Z 2. Prendre l'inverse de ces 3 nombres, 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 2. Les réduire en entier ayant le même dénominateur, donc 2 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Dans ce cas, les indices de Miller sont donc 2, 1, 1. Et merci pour votre attention.